Bonjour. Bonjour à tous. Là, je vois que certains arrivent dans ce webinaire. En attendant que tout le monde arrive, moi, je vous propose de lancer ce webinaire. Alors, déjà, en disant merci aux invités du jour, à Zakaria Guelilia, excusez-moi, Il n'y a euh, pas de problème. Guelilia de la société Opsam. Kevin Boissy aussi de la société Valeo, que je représenterai tout à l'heure, et Jean-Charles Trochon de la société Controlia. Alors qu'il y a un petit souci technique, mais on s'adaptera lors de la fin Bonjour à de ce tous. webinaire. Bonjour à nos invités et merci d'être présents aujourd'hui avec nous pour ce nouveau webinaire cycle de vie des électroniques embarquées. Et donc, en attendant que tout le monde arrive, je vous fais un petit rappel du cadre. C'est le pôle de compétitivité ID for Mobility qui organise ce webinaire. Le rôle du pôle, c'est d'accompagner les entreprises qui innovent en faisant notamment du consortium. C'est notre cœur de métier. Et autour de ça, on anime une communauté d'experts autour des sujets de mobilité. Donc aujourd'hui, c'est 500 membres dans cette communauté qui est présente à la fois en Bretagne, en Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. On a également l'équipe industrie, qui est notre équipe qui va plutôt accompagner les entreprises sur la modernisation des outils de production. Donc, ce webinaire aujourd'hui se fait dans ce cadre-là d'animation de la communauté. À venir, il y aura un autre webinaire le 6 novembre sur les sujets d'acoustique pour les mobilités, un autre webinaire le 7 novembre sur la recharge bidirectionnelle. Et on a aussi, notez bien dans votre agenda, le 2 décembre, Néo-mobilité à Bordeaux. C'est donc un grand événement en présentiel dédié à l'industrie des mobilités et en particulier aux nouveaux services, aux nouvelles mobilités. Je vais vous parler également, alors excusez-moi, hop, je me perds dans mes slides qui, comme vous avez pu le voir, défilent automatiquement. Quelques appels à projets aussi que mes collègues de l'équipe innovation souhaitent pousser, c'est notamment le soutien aux projets d'investissement pour produire en France véhicules routiers de demain et leurs composants. Il y a aussi un appel à projet qui peut être intéressant avec le sujet du moment, l'intelligence artificielle. Et on a souhaité aussi mettre en avant l'appel à projet orienté logistique porté par l'ADEME. Donc, vous pouvez voir les dates de clôture et n'hésitez pas à nous recontacter pour avoir plus de détails car il faut vraiment essayer de creuser ces sujets avec nos collègues. Aujourd'hui, on va vous parler du coup du cycle de vie des électroniques embarquées. À ce webinaire, alors pour commencer, on aura donc Zakaria Guelilia avec nous de la société Opsam pour gérer l'obsolescence des pièces et assurer la pérennité des systèmes. Ensuite, nous aurons Kevin Boissy de l'entreprise donc Valeo qui sera avec nous. Dans quel cas la gestion de l'obsolescence par le fabricant, il nous expliquera à quel moment c'est un gain. Et on finira avec Jean-Charles Trochon de la société Controlia, seconde vie et réemploi vers une économie circulaire. Et donc, il vous expliquera le cœur de métier de la société Controlia. Et donc, tout de suite, je vais laisser la parole à Zakaria, de la société Opsam, et je vais te laisser partager ton écran. Parfait. Je prends le lead. Partager. Je mets en mode présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? A priori, c'est bon. Parfait. Avant de commencer, je tenais à vous remercier déjà de l'opportunité, surtout avec Difford Mobility, de nous laisser l'occasion de nous exprimer sur tous ces aspects justement, circuits électroniques, enfin les composants électroniques en particulier dans le domaine de l'obsolescence. Nous, en tant qu'Opsam, acteurs justement de l'obsolescence industrielle, nous aidons nos clients à maintenir et prolonger la durée de vie de leur matériel en leur proposant différents types de services. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement ce que nous, chez Opsam, nous faisons concrètement. Donc, Opsam, en quelques mots, c'est l'obsolescence analyse et management. C'est une structure qui a été créée par Nathalie Baravandam, donc initialement qui était dirigeante d'une structure plutôt orientée aéro. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nathalie est venue avec les bonnes pratiques du monde de l'aéronautique, c'est-à-dire cette pratique où il faut absolument tout documenter, tout certifier, parce que forcément, quand on fait du transport, enfin, quand on doit amener de la fourniture pour le monde aéronautique, il faut absolument
au vu des normes notamment de sécurité, des normes de process, tout doit être bien certifié. Et donc, Nathalie, avec justement cette observation-là, est venue avec la pratique du monde de l'aéronautique et a généralisé cette approche dans les domaines de la mobilité, le domaine de la défense notamment, et le domaine enfin, mécanique chimique. Donc, elle a créé, sur la base de cette idée-là, c'est-à-dire d'apporter un soutien auprès des grands comptes comme Naval Group, Thales, etc., sur la gestion de l'approvisionnement et de l'obsolescence industrielle à partir de 2016. Donc, à partir de là, une équipe s'est structurée autour de ce qu'on appelle des chargés de données d'obsolescence. On a pu, grâce à un soutien, un rapide DGA, faire une transition numérique en apportant une nouvelle innovation qui s'appelle Austral. Austral, qui est une plateforme collaborative où tous les acteurs du monde industriel sont invités à participer pour pouvoir proposer, pour pouvoir demander leur propre veille et leur propre traitement, mais aussi à contribuer si eux-mêmes ils ont des solutions à proposer. Et donc, 2025, on a eu le lancement de nos produits phares, c'est-à-dire Boréal version 3, le lancement de nos formations pour la gestion de l'obsolescence industrielle, le lancement d'Austral qui s'est fait au Bourget en mois de juin avec un déploiement industriel à partir du mois de septembre, le prix de la souveraineté de la région Bretagne, justement, pour tous les efforts que fait Obsam afin de pouvoir réindustrialiser, mais surtout apporter du souverainisme au flux d'approvisionnement. Et pour terminer, nous sommes certifiés ISO 27001. Et donc, Obsam, nous sommes multi-domaines, multifamilles. Même si nous sommes issus du monde de l'aéronautique, nous avons diversifié nos activités en contribuant notamment dans le domaine du naval, spatial, défense, l'énergie ferroviaire et l'industrie. Et nous comptons dans nos principaux clients dans la grande majorité des grands comptes. Nous avons commencé avec Thales, nous avons Alstom, Arcus, la défense, que ce soit au niveau de la CIMT, les CIA, la DMAE, etc. Sphérea, Airbus Hélicoptère. Et donc, la majorité de nos clients viennent vers nous avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire que eux, ce sont tous des intégrateurs où ils proposent des systèmes complexes. Or, ces systèmes complexes ont des durées de vie qui leur est propre. Ils sont censés, par exemple, avoir des durées de vie qui vont jusqu'à 40 ans, voire plus. Et ces systèmes complexes-là est constitué de sous-produits qui ont une durée de vie qui est généralement moindre. Par exemple, 8 ans, dans l'exemple que je vous montre ici. Ces sous-systèmes-là est composé de petits composants qui ont aussi une durée de vie qui est moindre. Et généralement, ce petit composant-là est fabriqué par la PME, TPE du coin, qui n'a pas du tout la même logique industrielle, financière que le grand compte comme Thales, Naval Group, etc. Et c'est là tout le paradoxe qu'il y a dans justement dans la partie livraison du matériel. Nous avons d'un côté un grand compte qui doit permettre de pouvoir fournir du matériel et le garantir sur une durée de vie de 40 ans. Or, le petit composant qui est fabriqué par un rang très inférieur parfois, et un sous-traitant d'un sous-traitant d'un sous-traitant, donc une TPE en fond de la région de Bretagne, par exemple, eh ben, comment est-ce que nos clients, justement, font pour pouvoir assurer l'approvisionnement quotidien? C'est là où intervient Obsam. Nous sommes le point de contact entre ces petites TPE, PME ici et les grands comptes avec la livraison de leur système. Et donc, quelques mots sur les activités d'Upsam. Ce que nous faisons au quotidien, principalement, c'est de la veille proactive des produits, que ce soit code ou spécifique, avec de la livrable, documentation technique et des rapports environnementaux. Nous faisons aussi de la veille proactive des logiciels, notamment sur tout ce qui est open source. On a souvent fait face à des problèmes de compatibilité entre les logiciels. Nous faisons aussi une activité phare chez Upsam, c'est du traitement de l'obsolescence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un composant ou un système est avéré obsolète, il faut trouver une solution alternative. C'est là où Upsam peut justement fournir, en plus de la veille, une solution de contournement qui va de trouver un matériel qui est plug and play, qui fit parfaitement ou qui doit faire une modification de ces normes, ou bien il faut refaire du rétrofitting ou un atelier qui doit reconstruire à la base à partir d'une unité datasheet.
Pour continuer, on a notre produit Boréal, qui est un outil dédié à la gestion de l'obsolescence. Austral, qui est notre plateforme justement collaborative où tous les partenaires industriels, nos clients, vont migrer au fur et à mesure pour pouvoir faire de leur domaine de veille et de traitement, afin de permettre aussi à d'autres partenaires de pouvoir aussi faire ces veilles et ces traitements derrière. Opsam Academy, qui permet de pouvoir transmettre les best practices au niveau de l'obsolescence. Et un petit dernier, Goo, qui est inclus qui est à l'échelle du TPE et PME. Et donc, grâce à tous nos processus, on a remarqué que la veille de l'obsolescence permet, enfin, quand nous approchons des fabricants, on assure un taux de 95% des taux de réponse des fabricants de nos processus de veille. C'est ce qui fait que Opsam, justement, est une référence au niveau de l'obsolescence industrielle. Il s'avère souvent aussi, un petit cas de figure, que souvent les fabricants annoncent des obsolescences qui ne sont pas. Faire appel à nous, ça nous permet justement de pouvoir détecter, vérifier la véracité, de savoir si c'est une obsolescence ou pas. Je passe rapidement sur la partie traitement où on définit à chaque fois des traitements de classe 0, 1, classe 1. En gros, chaque traitement est associé à une catégorie, un traitement qui fit parfaitement est parfait pour notre client, mais une catégorie classe 7 ou classe 8 va engranger des coûts pour nos clients, que ce soit des recherches d'un atelier pour réparer ou tester un article obsolète. Et voilà, un petit exemple ici, donc, qui est parfait par rapport à notre cas de figure. Un de nos clients, Alstom, donc, dans le ferroviaire, qui a une problématique de carte électronique. Le fabricant, c'est Advantech. Et forcément, on a une obsolescence déclarée par ce même fabricant. Et Alstom en a besoin de trois. Nous, ce que nous faisons dans un premier temps, c'est une activité de veille pour voir si le matériel est bien obsolète ou pas. Et ensuite, on fait une activité de traitement où si on a bien observé que le matériel était obsolète, on a trouvé deux solutions pour nos clients. Le premier, c'est via un sourcing avec une garantie de 1 an pour une quantité de 3 pièces. Donc, on a une pièce révisée en stock. Ou on a trouvé aussi un atelier de réparation, donc Ensolt, Nexia France, qui ont la possibilité, avec la datasheet, de pouvoir reproduire la carte et produire le matériel pour la somme. Et ainsi, construire un partenariat avec eux pour que plus tard, s'il y a besoin de d'autres cartes électroniques de ce genre-là, puisse faire de l'approvisionnement. Voilà, voilà, voilà. Donc, focalisons-nous sur le sujet du jour, c'est-à-dire la convergence de l'automobile vers l'aéronautique, mais plus simplement, de ma propre expérience, l'automobile était plutôt sur de la gestion just in time, c'est-à-dire que la récupération de matériel se faisait au compte-gouttes parce que c'était un fonctionnement qui était pérenne à ce moment-là. Or, désormais, on a des durées de vie et des supports qui est long terme qui commencent à converger entre les secteurs d'activité. On a d'un côté l'automobile qui a une durée de vie généralement de 10 à 20 ans, et on a le ferroviaire aéronautique défense qui a des durées de vie de 20 à 40 ans, voire plus. Et le problème qui est en commun sont les suivants, c'est-à-dire que désormais, il y a pléthore de composants électroniques qui ne sont disponibles sur le marché que 3 à 7 ans généralement. De plus, il y a un bascule de l'automobile vers une logique de safety critical system, c'est-à-dire qu'on applique une nouvelle norme ISO sur le monde de l'automobile, donc l'ISO 26262, qui est calquée justement sur une norme de l'aéronautique. Donc, ça impose des processus de traçabilité et de justification de techniques similaires. Donc, en plus, face à tout ça, un autre point commun, c'est qu'il y a une explosion du nombre de calculateurs, donc que ce soit des capteurs et logiciels dans les véhicules. Donc, c'est ce qu'on appelle tout bonnement l'électrification de masse. On a l'automatisation, électrification de masse des éléments et systèmes, et on commence à avoir des complexités comparables à celles des systèmes intégrés dans les trains, avions ou systèmes de défense. Donc, on remarque qu'on a exactement les mêmes problématiques qui convergent ensemble. Et la question, c'est comment est-ce que l'on gère justement ces nouvelles problématiques-là? En faisant exactement ce que l'on fait d'habitude dans le monde de l'aéronautique et dans le monde de la défense. C'est-à-dire que forcément, dans un premier temps, on fait une gestion de l'obsolescence des composants. On effectue une surveillance proactive grâce à la mise en place de bases de données spécialisées. Je parle d'Austral, notre produit, parce qu'elle est dédiée à ça, mais il y a aussi des bases de données de nos concurrents pour lesquelles la base de données électronique est une des bases de données qui est, on va dire, la plus qualitative. Les fabricants n'hésitent pas à divulguer sur leur portail et mettent à jour régulièrement derrière. Nous ne sommes pas sur des composants chimiques ou mécaniques où c'est beaucoup plus compliqué. L'électronique
C'est beaucoup plus stable comme base de données. Et donc, on a IHS ou Silicon Expert qui fait aussi très bien le job. Donc, ce qui permet de pouvoir suivre le cycle de vie des semi-conducteurs. Et donc, ça permet de pouvoir détecter de façon précoce des avis de fin de vie, que ce soit du LBO, des end of life. On est aussi sur un stockage et last time buy, c'est-à-dire que on a une stratégie issue de l'aéronautique défense où on a plutôt pour ambition, lorsqu'on lance un projet, de faire des achats massifs de composants avant arrêt de production, puis stockage sous conditions contrôlées. Ici, ça limite les coûts élevés et il y a un risque de péremption. Par contre, le côté néfaste de ce genre de pratique-là, et nous l'observons au quotidien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande à un fabricant de fabriquer massivement en début de projet, puis ne plus donner de carnet de commande plus tard, le fabricant se dit, moi, j'ai une logique financière à suivre, j'ai une logique industrielle, j'arrête ma production derrière. Donc, il arrive que des dizaines d'années plus tard, le fabricant n'existe plus parce qu'il a changé sa chaîne de production, ce qui est tout à fait normal. L'intégrateur, initialement, a fait des stocks massifs. Ensuite, on est sur une requalification et la substitution. Donc, on développe des solutions de form, fit, function pour remplacer des composants obsolètes. Mais aussi, ça, c'est chose qui est très demandée en aéronautique et chose qui se fait désormais dans le monde automobile. On fait beaucoup de demandes de recertification comme en aéronautique. Donc ça, c'est une des premières choses, une gestion de l'obsolescence des composants. Ensuite, faire une gestion des composants, c'est une chose. Mais on se rend compte que le nerf de la guerre aussi, c'est une surveillance active des fournisseurs. Notamment, l'automobile évolue vers des relations de type tiers 1, tiers 2 stratégique, ce qui est inspiré de la supply chain aéronautique. On évite au maximum, comme dans ce qu'on peut avoir dans le monde aéronautique, enfin dans le monde aéronautique, dans le monde industriel, des rangs 3, 4, 5, 6, 7, avec des sous-traitants qui se promènent à gauche, à droite, etc., pour lequel le donneur d'ordre n'a pas de vision dessus. On va conserver un tiers 1, un tiers 2 stratégique et on est sur des concepts du design for availability, c'est-à-dire qu'on demande lors de la conception du produit une intégration plus forte du fournisseur dès la conception. Comme ça lui invite et ça lui permet de pouvoir aussi lui donner des perspectives afin qu'il puisse se projeter derrière. Une autre chose aussi que nous faisons beaucoup chez Austral, et justement Nathalie Barra-Vandam est partie de son innovation sur ça, il y a de la mutualisation sectorielle, c'est-à-dire qu'il y a une mise en commun d'informations d'obsolescence entre constructeurs. Donc, c'est l'innovation ou les innovations de type COG, donc Component Obsolescence Group, dans la défense ferroviaire. Donc, c'est une pratique qui est née au Royaume-Uni et c'est aligné sur les normes ISO 9001. On va mutualiser l'effort, étant donné qu'un composant électronique peut rentrer dans le monde aéronautique, mais aussi peut rentrer dans le monde ferroviaire, ce qui est tout à fait logique. Et il y a derrière, forcément, on voit avec ces derniers événements récemment, la gestion du risque géopolitique, avec l'anticipation des tensions sur les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs. Donc, ça devient désormais une monnaie d'échange. Nous connaissons tous nos dépendances. La souveraineté, c'est de savoir exactement de qui on dépend pour pouvoir avoir une stratégie pérenne derrière. Et donc, forcément, en anticipant les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, on connaît exactement de qui on dépend pour pouvoir avoir des stratégies de repli s'il le faut. On crée des secondes sources et des diversifications des fournisseurs. C'est une des activités que nous proposons chez Opsam, c'est-à-dire que l'activité de sourcing est aussi importante, même si on ne fait pas appel à ces fournisseurs-là, mais on les identifie pour les appeler au cas où. Et donc, la dernière concept, c'est la conception évolutive, c'est-à-dire le design for upgrade. Généralement, désormais, on est sur des architectures modulaires, comme dans l'aéronautique, l'avionique modulaire intégrée ou le ferroviaire. L'automobile migre vers des plateformes électroniques évolutives. Forcément, on a une centralisation des calculateurs en performance plutôt qu'une multitude d'unités de commande électroniques. Ça permet de pouvoir accompagner l'évolution du matériel. On sépare aussi beaucoup le matériel logiciel. C'est deux métiers différents. Le hardware est conçu pour être stable dans le temps, tandis que le logiciel peut évoluer. On peut toujours faire des mises à jour au fur et à mesure. Et donc, on réduit l'impact de l'obsolescence matérielle. Et ensuite, on est sur des cycles de vie numériques. Désormais, on l'observe chez nos clients, on essaie d'avoir ce qu'on appelle des jumeaux numériques pour assurer la comptabilité et la traçabilité des évolutions. Ça permet d'avoir une visu au quotidien et pour pouvoir voir si le matériel
est toujours conforme ou pas. Donc voilà. Pour conclure, donc, comme ce que j'ai voulu vous montrer maintenant, l'automobile adopte progressivement les méthodes et disciplines professionnelles éprouvées des secteurs aéronautiques, du ferroviaire et du marché de la défense. Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs d'activité où la sécurité prime avant tout, où faire voler un avion, forcément, ce n'est pas les mêmes enjeux que laisser une voiture conduire, même si désormais il y a énormément de normes et de normes imposées par l'Europe. Le monde aéronautique est né dans cette configuration-là et désormais, elle fait diffuser toutes ces pratiques qui permettent de pouvoir d'assurer un approvisionnement quotidien. Forcément, ça rajoute des jalons, ça rajoute de la précaution, ça rajoute de l'effort, donc des coûts. Mais c'est le coût à payer désormais pour pouvoir assurer un approvisionnement en temps et en heure des composants. Donc, on est sur, pour rappel, une surveillance proactive et le stockage de matériel. On est sur la gestion stratégique des fournisseurs. On cultive la proximité avec les fournisseurs et on est sur des conceptions modulaires et forcément évolutives. Et pour terminer les mots de Nathalie Barabanda, notre présidente, forcément, c'est un mouvement structurel, une suite naturelle et logique accélérée par la transition vers l'électrique et le véhicule autonome, qui rapproche encore plus l'automobile des logiques industrielles long cycle. C'est la tendance du moment et on ira de plus en plus vers cela. Voilà. Merci pour votre... Merci beaucoup, Zacharia, pour cette présentation et puis cette prise de recul aussi sur le monde de l'automobile et en comparaison au monde aéronautique. On va maintenant passer à la présentation de Kevin Boissy, expert senior en ingénierie de l'obsolescence, chef de projet développement durable chez Valeo et aussi membre fondateur de l'Institut français de l'obsolescence. Kevin, je vais laisser partager votre écran. Normalement, c'est bon, je prends la main. Alors, juste avant de commencer, un petit rappel. On prendra un petit temps de questions à la fin de présentation. On enchaîne d'abord les présentations et vous pouvez poser des questions dès à présent dans les commentaires et on reviendra là-dessus à la fin. Entendu. Écoutez, merci beaucoup. Je vais essayer de faire un peu le trait d'union entre la gestion de l'obsolescence et la réparation, puisqu'effectivement, je suis vice-président de l'Institut français de l'obsolescence, je suis membre du bureau de l'Institut international, et j'ai aussi à charge de développer la réparation électronique pour le groupe Valeo. Donc, j'ai essayé de donner un petit peu de consistance à tout cela dans la présentation d'aujourd'hui. Une petite citation, effectivement, aussi pour moi. Donc, l'électronique circulaire, ce n'est pas le futur, c'est le présent qui prend ses responsabilités. On est vraiment obligé aujourd'hui de prendre ce virage, d'inclure effectivement le cycle de vie des composants électroniques, de considérer que l'électronique va augmenter, en tout cas dans la dotation des véhicules et avec l'électrification. Pour autant, on ne peut pas continuer avec une consommation déraisonnée sans voir une vie, deux vies, trois vies à nos produits. Petit rappel pour la structure de Valeo. Donc, Valeo est un équipementier automobile français, groupe international, qui est divisé en trois grosses activités. Donc, l'activité de puissance, l'activité Brain qui s'occupe de toute la partie ADAS et logiciel intervention sur le véhicule à l'intérieur du véhicule, donc ce qu'on appelle vulgairement l'électronique de commande, et Light qui s'occupe de toute la partie éclairage et essuyage au sein des trois divisions techniques de Valeo. Enfin, on a une quatrième activité qui est l'activité Valeo Service qui, elle, s'occupe de la gestion, non pas des fins de vie, mais de l'après-vente, donc avec la distribution des pièces, soit sur le marché de l'indépendant, soit sur le marché de l'après-vente. Valeo est un grand groupe, on a une présence mondiale assez équilibrée en Amérique, en Europe et en Asie. Et on intervient sur énormément de constructeurs automobiles aujourd'hui avec effectivement différents spectres et de la fabrication de masse. L'automobile a
un élément particulier, c'est qu'effectivement, ce sont de très forts volumes sur la partie série, qui peut durer 4 à 5 ans avec des volumes qu'on pourra caractériser en millions de pièces, en millions de composants. Puis ensuite, des périodes de service où on doit maintenir 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans, les pièces disponibles pour les véhicules, donc en après-vente. Les fabricants ont tous des stratégies différentes, mais il y a quand même une compétition extrêmement forte sur les prix qui font que d'année en année, on essaye d'optimiser les coûts de fabrication des produits avec une difficulté qui est effectivement la balance entre rendre le produit réparable et démontable et rendre le produit suffisamment compétitif et simplement pour être choisi pour le constructeur. Et c'est aujourd'hui, dans ce paradigme qu'on essaye d'introduire la stratégie des 4R et donc les logiques de réparation, de remanufacturing et de recyclage. Donc, les 4R, c'est quoi chez Valeo? Donc, les 4R, c'est une stratégie qui est soutenue par notre PDG, Christophe Périllat, qui aujourd'hui est sous la responsabilité de Mino Yamamoto, qui est directrice économie circulaire du groupe et qui s'articule autour de 4 axes. Maximiser l'espérance de vie des produits, donc avec un design qui se veut robuste. Intégrer la réparation pour donner une seconde chance aux produits qui sont dysfonctionnels. Enfin, aller sur le remanufacturing pour réutiliser des produits en fin de vie et leur redonner une seconde vie approchant le neuf. Et en dernier recours, revenir à la matière première et intégrer sa réutilisation dans des nouveaux produits. Donc, c'est vraiment l'axe de l'optimisation de la matière. En parallèle de ça, effectivement, les empreintes environnementales avec la réduction des consommations d'eau et bien évidemment la réduction des déchets. Valeo a pris un tournant sur le remanufacturing. On a énormément développé de produits ces dernières années et la roadmap est très claire. Nous allons vers la seconde vie des produits et vers le développement des techniques pour allonger ces durées de vie. On se confronte à des produits qui sont Valeo, mais également à des produits qui sont non Valeo. On ne se limite pas aux produits que nous avons conçus. Pour revenir sur ce qui a été dit juste avant, la principale problématique après la démontabilité du produit et donc les limitations techniques, c'est effectivement l'accès aux pièces primaires et aux composants primaires, leur revalidation, leur réhomologation lorsque c'est nécessaire et les aspects de test, de diagnostic lorsque la pièce est sécuritaire. On a des règles qui sont particulières et des audits qui sont particuliers dans l'automobile. On ne fait pas n'importe quoi, mais c'est aussi la force d'un OEM, d'un fabricant. On sait exactement comment les qualifier, comment les tester et qu'est-ce que l'on peut ou pas remettre sur le marché pour éviter un problème pour le client. Donc, on prend toutes ces considérations, on y rajoute un axe industriel, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on se place plutôt sur du remanufacturing industriel, donc des lots, des grandes fabrications, et on essaye de repousser au maximum la disponibilité commerciale de ces produits avec une qualité équivalente ou approchante celle du neuf, mais en tout cas sans aucun compromis sécuritaire ou réglementaire. Donc pour ça, il va falloir qu'on aille chercher des composants alternatifs, mais surtout qu'on fasse des veilles sur les disponibilités et sur les problématiques liées à l'obsolescence. Donc notre mission est claire aujourd'hui à travers les 4R. Donc c'est le business sur la partie après-vente circulaire, donc réparation et remanufacturing. Ensuite, l'axe de conception avec le design pour l'environnement, où on va robustifier et essayer d'aller vers la démontabilité. Malheureusement, pour les générations suivantes, les précédentes, il faut faire avec. Et des opérations avec le bon écosystème, avec le recyclage en dernier recours. Donc la problématique obsolescence, on a deux problématiques. On a la problématique de pérennité qu'on peut rajouter aux problématiques de pénurie, ce qu'on appelle DMSMS, donc Diminishing of Manufacturing Sources and Material Shortage. Donc là, on va avoir les problématiques d'approvisionnement, mais aussi les problématiques de motivation des fournisseurs à continuer sur une technologie. Et en parallèle de ça, obsolescence. J'insiste sur le fait qu'on ne parle pas d'obsolescence programmée, mais vraiment de management de l'obsolescence dans les règles classiques, donc avec des problèmes de disponibilité et des problèmes d'accès aux pièces. Tout l'objectif pour nous, c'est de réussir à analyser le basculement d'une technologie de maturité vers une technologie en déclin, pour ensuite pouvoir gérer au mieux la partie de la phase out, donc la fin de vie de ce produit. Donc pour ça, on doit déterminer
quand et pourquoi le déclin va survenir, et on cherche à mettre en place dessus une gestion proactive de l'obsolescence, c'est-à-dire une méthode et une action qui soit raisonnée par rapport au produit, par rapport à la problématique et surtout par rapport à la motivation. Donc, pourquoi le déclin se produit, comment le déclin se produit, quel est l'impact sur les différents produits et qui est le responsable. On ne cherche pas de la personne, mais la motivation de la responsabilité de ce déclin. Et c'est à partir de ces 4 questions qu'on va structurer un plan d'action et qu'on va se poser en face d'une solution à cette problématique. Bon, l'état de l'art de la réflexion, on va dire, est assez ancien. Donc 83, si on prend le principe de l'obsolescence, on considérera que c'est une baisse de valeur perçue. En 2010, on lit qu'il n'y a pas un seul type, mais il y a des typologies d'obsolescence. Donc on ne peut pas s'arrêter simplement à la disponibilité commerciale. En 2010, on confirme également l'augmentation très significative des composants électroniques et le déclin en parallèle de l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'on met de plus en plus de produits, mais les composants électroniques, eux, par opposition, restent de moins en moins longtemps sur le marché. En 2015, on lit l'article de Déméné-Marchand sur l'identification des acteurs de l'obsolescence et on détermine que notre stratégie, ce sera de considérer que l'innovation se définit comme une création de valeur et on ira vers une méthode qui s'appelle Val Explore. Val n'a rien à voir avec Valeo, mais parle de value et qui prend la logique d'innovation, de désirabilité, de faisabilité, de viabilité économique. Donc, non pas une typologie, mais des multitudes de typologies d'obsolescence qu'il faut capter à différents endroits pour pouvoir ensuite en déterminer les causes et plans d'action. L'obsolescence par défaillance, par insatisfaction, les obsolescences technologiques, les difficultés qui sont liées à la mode, à l'esthétique, aux paramètres sociaux et les différentes problématiques qui vont liées à l'approvisionnement, tout simplement, comme on a pu connaître, ou à la péremption. En face de ça, l'Aerospace Valley, qui a fait une étude, donc c'est une étude française sur la disponibilité des composants, nous montre qu'en 1960, lorsqu'on se concevait, les composants étaient en moyenne disponibles sur le marché 25 ans. Sur la dernière étude en 2016, la moyenne de disponibilité des composants est de 4 ans, donc bien inférieure. En parallèle de quoi, on augmente le nombre de composants électroniques et on augmente aussi le nombre de composants par produit. Donc, on détermine que la perte de valeur, c'est une réduction du pourcentage d'innovation et que l'obsolescence, en fait, augmente de manière croissante à cette perte de valeur dans le sens de l'obsolescence perçue. Pourquoi l'obsolescence perçue? Parce qu'elle est celle du client final par rapport à la valeur de sa fonction et elle est celle du fournisseur par rapport à l'approvisionnement de ce composant qui, par réduction des ventes, perd son intérêt à continuer et à le maintenir. Effectivement, en parallèle de ça, il y a souvent une compétition technologique avec d'autres fournisseurs qu'il faut aussi capter et qui sont simplement une règle de rentabilité et d'accès sur le marché. Donc, on détermine 3 axes, la gestion curative, le management préventif et l'ingénierie prédictive, qui sont tous des rations d'action par rapport aux manières dont on va gérer l'obsolescence et le cycle de vie. La première étant d'identifier les obsolescences, la deuxième étant d'agir dessus, et enfin la dernière, d'agir et d'anticiper. Interprétation de l'état de l'art, donc on a tous connu les cas Cadillac dans l'automobile qui parlaient de la mode et de l'évolution vis-à-vis de Ford. Qui sont les responsables autour de ça? Les autorités publiques par les normes et par les lois, par les changements réglementaires, les fabricants, par leur disponibilité, les fusions, les acquisitions et la disponibilité, mais également les utilisateurs par les changements d'usage et le changement d'intérêt par telle ou telle fonction. Qui aujourd'hui a toujours un allume-cigare dans son véhicule? Très peu dans les nouveaux véhicules et très peu s'en servent, sauf pour charger leur téléphone portable. Donc il y a une différence dans la fonction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'en sert comme une alimentation, mais très peu pour son usage originel. Donc quel impact, on l'a dit tout à l'heure, les typologies d'obsolescence? Et on ramène ces problématiques-là aux 3 axes. Est-ce que je baisse la faisabilité? Est-ce que je baisse la viabilité? Ou est-ce que je baisse la désirabilité de mon produit? On mettra en place des actions qui seront cohérentes avec ces éléments-là.
Les éléments importants au niveau du volume, moins de 20% des déchets électroniques dans le monde sont correctement recyclés aujourd'hui, donc il y a un enjeu sociétal extrêmement important, et la majorité des produits que nous réparons n'ont jamais été pensés pour l'être. En tout cas, aujourd'hui, d'un point de vue design, on essaye d'optimiser la fabrication, mais on n'optimise malheureusement pas la réparabilité. En tout cas, on essaye de faire le virage, mais ça n'était pas le cas. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est former, réparer, innover. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, au sein de Valeo, plus précisément au niveau du laboratoire. Effectivement, avec un autre message, il est impossible de changer une industrie si on n'arrive pas à changer les mentalités. Donc un exemple de réparation aujourd'hui, c'est un reverse logistique. Ensuite, c'est un diagnostic où on ne va pas réparer 100% des produits. Aujourd'hui, nous, comme je l'ai dit, on le fait de manière industrielle, donc le plus standardisé possible, mais on essaie d'adresser au moins 80 à 85% des causes. Ensuite, on intervient sur une réparation. Dans l'électronique, l'avantage, c'est qu'il y a souvent peu de problématiques dans le nombre de composants qui sont impliqués dans le défaut. Et jusqu'à 99% des matériaux peuvent être réutilisés. On fera un réassemblage et ensuite on fera un test fonctionnel classique à celui d'un OEM à 100% de nos pièces sur lesquelles on rajoutera une garantie de 2 ans sur le produit. Emballage, une expédition suivant le standard du client. On travaille aussi en dehors de l'automobile. On a mis notre force au niveau industriel dans l'allongement des équipements et plus précisément sur les batteries. Donc c'est un message que je souhaitais également passer, puisqu'on oublie des fois que les industriels s'impliquent sur d'autres secteurs. Il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, Valeo répare entre 4500 et 5000 batteries, alors que nous ne fabriquons pas de batteries pour la mobilité. C'est un impact énorme en termes de récupération de matière. Donc à l'échelle industrielle, ça fait effectivement des belles histoires. Donc aujourd'hui, notre stratégie est simple. On fait une première investigation, on va faire une offre technique, on va ensuite intervenir sur une phase de test, où là, on va pouvoir vérifier la disponibilité des composants, des validations, etc. Et à la suite de quoi, on propose un lancement à une échelle au-delà de la période d'essai sur un contrat qui va être établi. Donc effectivement, avec l'objectif de couvrir 80% des cas de réparation et un prix allant jusqu'à 70% du prix de vente des pièces neuves pour avoir une différence par rapport à la pièce neuve. Réparer de manière industrielle, c'est aussi faire des simulations, s'assurer de la fiabilité des produits. Ça a été repris notamment sur les parties sécuritaires avec les demandes de validation safety. Et donc, c'est aussi développer des techniques qui sont propres à la réparation, où on va vérifier, par exemple, les warp edge, donc les problématiques de déformation des cartes électroniques lors de la réparation, ou les stress thermiques, puisqu'effectivement, les cartes n'ont pas été conçues pour être réparées non seulement d'un point de vue mécanique, mais également d'un point de vue électronique. Donc, il faut absolument vérifier ces effets de bord pour remettre des pièces fiables sur le marché. Le rayonnement du laboratoire, donc c'est l'intégration dans des consortiums européens, notamment Raw4Green. C'est divers papiers de recherche que vous pourrez retrouver. C'est également de l'innovation, puisqu'aujourd'hui, Valeo a publié plusieurs brevets appliqués à l'obsolescence ou la réparation de produits. Je vais faire la conclusion pour laisser la parole au troisième intervenant. Donc, pour nous, la circularité nous pousse à repenser la valeur. On considère qu'elle relie l'ingénierie, la stratégie, l'écologie et basiquement le bon sens. Et elle transforme aujourd'hui des contraintes en leviers d'innovation sur lesquels on essaye de travailler. Pour nous, au niveau du laboratoire d'électronique circulaire, on considère qu'on n'est pas une exception, mais qu'on devient vraiment un point d'ancrage pour une transformation plus large au sein de Valeo et à l'extérieur. Et enfin, une phrase qui pour moi est importante, réparer, c'est prolonger la valeur, mais concevoir pour réparer, c'est créer de la valeur. J'en ai terminé. Eh bien, merci beaucoup, Kevin, pour cette présentation et puis ce prise de recul aussi avec cet état de l'art de la connaissance partagée avec nous. Maintenant, on va passer à Jean-Charles Trochon de Controlia. Est-ce que Jean-Charles, tu m'entends? Oui, parfaitement. Je ne sais pas Voilà, si vous alors, m'entendez. ouais, on t'entend très bien, donc Très super. bien. Donc, on avait un petit problème technique, alors je vais partager mon écran et Jean-Charles, tu me diras quand est-ce qu'il faut que je change les slides. Alors, Très bien. je fais mon partage. Hop, partager. Alors, j'ai un écran tout blanc. Est-ce que la slide va revenir?
Voilà, je crois que c'est revenu. Est-ce que vous voyez ma slide? Oui. Ok. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Charles Trochon, donc je suis l'un des cofondateurs de Cotrolia. Et donc, nous sommes une entreprise française basée sur la région nantaise et nous sommes spécialisés dans la réparation électronique automobile. Voilà, donc c'est un métier qu'on fait depuis 17 ans, donc ça fait déjà quelques années qu'on fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire et on se tâche à prolonger la vie des modules électroniques embarqués dans les véhicules. Et on a un slogan en interne pour faire un petit peu écho à ce qui était dit précédemment aussi également. Nous, on aime bien, on a une petite phrase, une petite gimmick, c'est l'avenir appartient à ceux qui réparent. Donc dans le slide suivant, c'est juste un petit rappel de Je sais l'électronique changer. automobile. Je pense que j'apprendrai rien. Voilà, parfait. Donc il y a 40 ans, il y avait pas du tout d'électronique dans les véhicules. Pour arriver à un moment où on avait à peu près une trentaine, une quarantaine d'organes électroniques intégrés dans les véhicules autour des années 2005-2006. Pour aujourd'hui avoir des véhicules, alors ça va dépendre entre les véhicules premium et les véhicules non premium, mais entre 100 et jusqu'à 300 calculateurs électroniques dans un véhicule actuel. Donc cette explosion de l'électronique rend les véhicules donc beaucoup plus performants, beaucoup plus sûrs, mais aussi plus dépendants à la maintenance électronique et in fine à l'obsolescence de ces pièces, de ces organes électroniques. Donc le défi, c'est comment assurer la réparabilité de ces systèmes quand les organes tombent en panne ou disparaissent du marché. Donc sur le slide suivant, s'il te plaît, David. J'y vais. Un petit temps mort. Voilà, c'est bon. Donc ça fait environ, donc, comme je le disais, 17 ans que nous promouvons l'économie circulaire dans la prévente automobile. Et aujourd'hui, on offre aux réparateurs aux réparateurs de la prévente auto une solution donc économique et écologique avec une mission assez simple, c'est réparer pour ne pas jeter. Donc nos clients aujourd'hui, ce sont donc des garages, des concessions ou des réseaux de distribution de pièces auto. Donc c'est-à-dire à peu près tout l'écosystème de la filière aval de l'automobile. Avec un objectif simple, c'est rendre la réparation simple, accessible, fiable même sur des systèmes électroniques complexes. Donc sur la slide suivant, j'ai mis quelques petits chiffres. J'essaye de faire passer ça. Hop. Mhm. Ah, 2 secondes, il y a un petit bug aussi, là. En même temps que le partage. Hop, Ah, j'essaye de. Ouais. Hop, on va pas mettre en grand écran parce que ça crée un bug, a priori. C'était cette slide que tu voulais voir ou je suis allé trop loin? Je pense que je suis allé trop loin. on est sur le slide 4 normalement, la feuille 4. Ouais, alors attends. Donc c'est pas grave, hein, si on l'a pas à l'image, je vais le faire à la voix, ça marche bien aussi. Donc on a quelques chiffres, donc on travaille aujourd'hui à peu près avec 11 000 garages partenaires sur l'ensemble du territoire national et on intervient sur à peu près 4 000 références réparables. Et ça fait à peu près 40 000 pièces qui ont été sauvées, on va dire, de la décharge l'an passé. Donc aujourd'hui, la réparation électronique, c'est on va dire une industrie à part entière qui est capable d'allier l'exigence, la rentabilité et évidemment la durabilité. J'arrête 2 secondes le partage et je vais repartager tout de suite, comme ça c'est quand même plus simple avec D'accord. le support. Hop. Hop, parce que ça m'arrive d'avoir des petits bugs quand les supports sont un peu lourds. Je vais voir si j'ai un autre. Hop. En relançant, parce que là il était complètement planté. Hop. Et toc, toc, toc. Voilà, je vais essayer de repartager à partir de là. Toc. Hop.
C'est bon, Eh mon ben, écran parfait, est c'est visible très à bien. nouveau. On est pile poil sur le slide. Donc, on a deux, on va dire, activités vraiment principales. Donc, on a une première activité historique sur laquelle on a commencé, donc, que nous appelons le repair and return, c'est-à-dire qu'on reçoit les pièces en panne, on les répare et on les renvoie sous 48 heures à nos clients réparateurs. Et on a une deuxième activité un petit peu plus récente chez nous, sur lequel on développe, on met beaucoup d'énergie. C'est le remanufacturing, un peu à l'image de ce que peut faire Valeo. Donc là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on va remettre en état à neuf, entre guillemets, des masses de pièces avec derrière des standards industriels. Donc ensuite, sur le slide suivant, voilà, ça c'est un petit peu alors tout on va dire l'état de notre gamme d'intervention. Donc il y a des pièces électroniques qui vont parler un petit peu à tout le monde, type tableau de bord, infotainment. Mais il faut savoir aussi qu'il y a plein de pièces électroniques d'organes électroniques qui sont un peu cachées. On va avoir des BSI, des boîtiers habitacles, des calculateurs moteurs, des onboard chargers, des directions assistées électroniques. Il y en a partout. Et on tente d'intervenir, on va dire, sur un maximum de pièces électroniques. Donc, pourquoi le réemploi devient stratégique? Donc, on a on va dire deux grands cas. On a tout d'abord une obsolescence technique. On peut avoir des composants électroniques qui sont plus fournis et aussi également sur l'après-vente des organes complets électroniques qui sont plus disponibles. Donc les constructeurs garantissent généralement les pièces sur l'après-vente pendant 10 ans et on peut se retrouver avec des véhicules qui ont 11 ans, 10 ans et quelques mois, 11 ans, 12 ans, sur lesquels on a des organes électroniques qui sont plus fournis à neuf. Donc on a, j'ai envie de dire, une impasse pour l'automobiliste final avec un véhicule sur lequel on n'a aucune possibilité si on n'est pas sur euh, des services de réparation ou de remanufacturing pour faire repartir le véhicule. Donc chez Controller, on va gérer cela évidemment avec des stocks de composants stratégiques, une veille fournisseur, mais aussi des solutions de réparation grâce à notre reverse engineering. Et on a un autre aspect aussi qui vient un peu nous embêter, c'est, on va dire, une obsolescence organisationnelle sur lequel on a aujourd'hui, pour nous, alors nous, on est indépendants, on a parfois, très souvent, aucune documentation. On a une absence complète de documentation, des verrouillages logiciels qui sont faits et aussi une absence d'éco-conception. C'est-à-dire que les boîtiers n'ont pas été conçus pour être réparés ou remanufacturés. Et donc, on est obligé de reconcevoir, on va dire, tout un process. Pas possible, mais voilà, on peut arriver aussi dans une impasse et une non-réparabilité ou une impossibilité de remanufacturing sur les pièces, du fait de l'éco-conception qui n'a pas été réalisée en amont à l'époque. Donc aujourd'hui, donc le réemploi, la réparation et le remanufacturing permettent d'avoir une certaine souveraineté parce que ça permet de réparer localement et de réduire notre dépendance avec l'Asie, même si les composants sont de manière générale sourcés en Asie. C'est évidemment écologique parce que ça émet beaucoup moins de CO2 qu'une pièce neuve et c'est économique, c'est environ en général 50% d'économie pour l'automobiliste au final. Donc sur le slide suivant, voilà, ça c'est un exemple d'une pièce sur laquelle on intervient. Donc c'est un écran multimédia. On est en général, on émet environ en général entre 10 et 20 fois selon les pièces de moins de CO2 qu'une pièce neuve. Donc forcément le remploi est un levier pour décarboner aussi les pièces électroniques sur la prévente auto. Et donc pour finir, voilà, l'obsolescence, ça peut être aussi également une source d'innovation, d'autonomie et de durabilité. Merci à tous. Merci, merci Jean-Charles pour cette présentation. Donc, effectivement,
effectivement, c'était un peu plus difficile, parce que tu n'avais pas la main sur ton slide. Il nous reste encore 5 minutes et j'aurais quelques questions pour nos intervenants. Heu, Déjà, Zakaria, quelles sont les conséquences, en fait, économiques d'une mauvaise gestion de l'obsolescence électronique dans l'automobile? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent nous donner un petit peu d'éléments là-dessus? Donc, forcément, la conséquence, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas l'approvisionnement nécessaire, le matériel, soit il reste cloué sur place, donc il n'est pas utilisable, notamment, on a un cas de figure où on se rappelle, dans le domaine de la défense, il y avait une rentabilité qui était sur des appareils qui étaient cloués sur place et qui coûtaient 100 000 euros la journée. Le matériel n'était pas suffisamment approvisionné, donc ça coûtait pour tout le monde. Et en plus, forcément, un aspect important on a une perte de crédibilité, perte de chiffre d'affaires, forcément. On n'est pas au rendez-vous pour pouvoir approvisionner le matériel au quotidien. Ça a des conséquences désastreuses au final, alors qu'on aurait pu faire une activité de prévention qui est assez simple, c'est-à-dire juste une anticipation en amont à faire. Mais le problématique, c'est que quand on est, quand on a eu l'habitude de travailler toujours le just in time, enfin un peu le lean management, toujours au dernier moment, on n'a pas ces pratiques-là. C'est là où justement on revient sur des pratiques dans le monde de l'aéronautique où ce genre de choses n'existe pas au final. D'accord. Merci, Zakaria. Et pour Kevin, tout à l'heure, on a parlé de changer les mentalités, là, puisqu'on est avec des professionnels, mais bon, tous aussi en tant que particuliers, on est consommateurs. Quels seraient les premiers leviers pour faire changer les mentalités afin de soutenir cette filière euh, du réemploi ou d'allonger la durée de vie des, euh, des produits électroniques? La première chose, c'est de faire la différence entre le coût d'acquisition et le coût global d'acquisition, donc total cost of ownership, c'est-à-dire de bien considérer la durée de vie totale et l'espérance de vie complète du produit, du moment où il a été conçu jusqu'au moment où on le mettra définitivement à la poubelle. Effectivement, de voir ces phases de maintenance et ces phases d'entretien dans le coût euh, d'acquisition et de service. D'accord. Donc, c'est l'acronyme, il me semble, TCO, qui est parfois TCO, utilisé. c'est ça, TCO, là, ouais, total cost of ownership, ouais, d'accord, effectivement. qui est bien connu généralement des acheteurs professionnels, un peu moins, on va dire, on ne raisonne pas aujourd'hui, du moins comme ça, pour notre véhicule particulier. Enfin, du moins, Non, mais effectivement, on le fait dans la défense, dans le ferroviaire. Effectivement, quand on achète un train, on voit plus son service que le coût d'acquisition, puisque la répartition est principalement sur la maintenance en durée de vie et pas forcément sur son investissement initial. d'accord. Et là, quand on parle d'un train, par exemple, on est quand même plutôt sur on va dire, des acheteurs professionnels ou institutionnels, quasiment institutionnels. Euh, Là, en revanche, sur l'achat d'un véhicule, c'est un particulier, enfin, au bout de la chaîne, bien souvent. Nous, en tant que particulier, est-ce que c'est envisageable de raisonner en TCO? Est-ce qu'il y a des... Mais on le fait un petit peu naturellement quand on achète un véhicule neuf, alors un peu moins quand on achète un véhicule d'occasion, effectivement, même s'il y a des indicateurs sur les différents retours qu'il y a pu y avoir, donc sur les difficultés garanties, etc., ou sur le coût de l'entretien au basique. Ensuite, il faut aussi cadrer son utilisation par rapport au véhicule. C'est-à-dire que c'est bête, mais dimensionner son besoin, souvent, c'est aussi important que de choisir une marque, etc. Et puis ensuite, ne pas se voiler la face derrière certains prix qui sont forcément très accessibles, qui pourraient, je n'ai pas la réponse, mais à chaque client d'aller creuser, qui pourraient cacher des difficultés sur l'approvisionnement, sur la disponibilité, ou sur des coûts de pièces de rechange qui sont disproportionnés par rapport à la valeur résiduelle du véhicule. On n'ira pas changer demain une partie de la voiture qui coûte 10 000 euros si le véhicule a plus de 15 ans et globalement dans une gamme basique. Donc, si tout y est intégré, si tout y est difficile à démonter, difficilement accessible
et à des prix extrêmement importants après quelques années. Vigilance, effectivement, au risque de devoir mettre une voiture à la poubelle parce qu'on n'est pas en mesure de changer un composant, non pas techniquement, mais de manière économique. D'accord, merci Kevin. Et là, je me tourne pour une question vers Jean-Charles. Aujourd'hui, il me semble que les garages doivent proposer de la pièce d'occasion ou potentiellement réparée. Est-ce que ça a un impact sur le… Est-ce que c'est déjà bien diffusé? Est-ce que ça a un impact aussi sur cet environnement de la seconde vie des produits électroniques? Alors effectivement, normalement, le réparateur a l'obligation de faire un double devis avec le devis avec une pièce neuve et puis une pièce issue de l'économie circulaire, ce qu'on appelle de la PIEC. Mais c'est extrêmement peu fait, pratiqué dans les faits, dans la profession. On est confronté encore aujourd'hui à une très 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 forte culture de la pièce neuve. Et aujourd'hui, ça diffuse, mais très très lentement. Alors c'est vrai qu'il y a une vague d'économie circulaire qui commence à se développer dans le milieu, mais si on le regarde vraiment à l'échelle complète de toutes les pièces électroniques et de manière plus générale des pièces de la prévente auto, c'est encore très très marginal. Il me semble que cette obligation est relativement récente. Oui, oui, c'est assez récent, ça a quelques années. Je connais plus la date. Mais oui, oui, c'est assez récent, mais c'est aussi peu contrôlé, je pense. Donc forcément, les réparateurs ne le font pas. Et puis les automobilistes aussi n'ont pas forcément la connaissance aujourd'hui que l'on peut réparer ou remanufacturer une pièce, et notamment électronique. C'est souvent, on va dire, un peu une boîte noire pour l'automobiliste qui ne maîtrise pas au final la chose. Et donc, du coup, on n'a pas forcément l'information que ça peut être réparé ou remanufacturé. Bien, merci Jean-Charles, merci Zacharia, merci Kevin aussi pour être intervenu sur ce webinaire organisé par le pôle de compétitivité ID for Mobility. On peut conclure là-dessus, en fait, sur sans doute ce besoin de changement des mentalités qui fait quand même, mine de rien, fil rouge sur vos différentes expériences et points de vue. Mais on peut aussi constater de façon positive qu'il y a des évolutions. Je ne suis pas sûr que ce genre de webinaire, il y a une dizaine d'années, aurait eu lieu. Donc voilà, on va sans doute vers une direction qui n'est pas assez rapide pour les acteurs du milieu, mais on y va quand même. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'être intervenu sur ce webinaire. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.